Il a presque grandi dans la rue, et de la rue, il est devenu un grand homme. Un grand homme doté de grandes visions. Et parmi ces visions, celle la plus fondamentale d'accéder au pouvoir et d'y être le troisième président de la République du Cameroun. Visionnaire, il crée donc le 6 mars 2007 son propre parti politique pour l'édification d'un Cameroun encore plus radieux. Pour notre invité, l'heure des patriotes a sonné dans le strict respect des institutions, du dialogue sociopolitique et du jeu démocratique. Le Podol Jean-Marc Ngoss est notre invité ce soir. Il est l'invité de Parole d'Homme sur Canal 2 International. Madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un réel plaisir pour nous sur ce plateau de Parole d'Homme de vous avoir comme invité. Tout à l'heure, dans l'introduction, nous parlions de votre parti politique qui est le parti de l'esprit d'avril 48. Pourquoi le parti politique de l'esprit 48? Déjà, permettez-moi de dire merci. Merci à votre chef de m'avoir invité ici ce jour. L'esprit d'avril 48, parce que j'aime à le dire, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent la providence de ceux qui naîtront. Alors, ceci dit, il s'avère que le 10 avril 48, nous avons 12 Camerounais rassemblés au café La Sierra à Bassa, qui décident de mettre en place une idéologie. Via un parti qu'ils ont nommé ce jour-là. Et cette idéologie a 3 objectifs clés. 1. Obtenir l'indépendance totale et immédiate du Cameroun. 2. Œuvrer à l'unification du Cameroun oriental et occidental. 3. Contribuer au relèvement du niveau de vie des Camerounais. Alors, en 60, nous avons acquis une indépendance. En 72, nous avons signé un texte unitaire consacrant l'unité nationale. Et aujourd'hui, nous continuons à œuvrer au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Alors, tout ceci restant dans l'actualité, il est donc question pour nous de défendre cette vision, cette idéologie qui a apporté beaucoup au Cameroun et peut encore apporter beaucoup. Donc nous sommes simplement dans une posture d'héritier, nous sommes dans une posture de futuriste, parce que je dis le passé est une histoire, le présent est un don, et le futur est un mystère. Alors, lorsqu'on vous écoute parler ainsi, on a comme l'impression que vous êtes un philosophe. Mais qui est le Podol Jean-Marc Ngoss? Je m'en vais vous dire que chez les Bassa, quand vous entendez parler d'un Podol, c'est comme ça qu'on appelle un Podol, et je suis touché du fait que cette appellation m'échoit. Podol, tout simplement, c'est un visionnaire. Alors, qui suis-je? Je suis deuxième d'une fratrie de 9. Je suis camerounais, issu d'une ethnie, mais camerounais, je pense que c'est là le plus important. Je défends avec bec et ongle ma nationalité. Et aujourd'hui, je suis cet homme qui pense que le Cameroun m'a beaucoup apporté en me donnant de naître sur son sol. Et parce que m'interrogeant au quotidien sur la question de que puis-je apporter au Cameroun, j'en suis arrivé à la conclusion que l'idéal pour moi serait de mobiliser ses fils et ses filles autour de l'œuvre de construction nationale. Donc, qui est Jean-Marc Ngoss? Je suis cet homme qui est un passé, qui est un présent, et qui œuvre au quotidien pour avoir un futur. Mais un futur à Dieu. Et quand je parle de moi, je parle de l'autre, parce que l'autre c'est aussi moi. Alors, le passé nous intéresse sur ce plateau de Parole d'Homme. Parlez-nous un peu de votre passé. On vous a dit que vous étiez passé par la rue. Mais exceptionnellement, je vais le faire, parce que je crois que, comme j'aime à le dire, la vie n'est pas dans le rétroviseur. La vie doit être dans le viseur. Donc, bon, quand cela ne tient, afin de satisfaire la lanterne, la curiosité de ceux qui l'ignorent, j'ai pris à un moment donné de ma vie le soin d'œuvrer pour les autres. J'ai consacré 9/10 de mon temps à me battre pour les autres. Parce que convaincu qu'à chaque fois qu'on prend ce soin de sauver les autres, on se sauve soi-même. C'est comme ça qu'hier je suis passé à la rue.
où j'ai passé 8 mois. Je faisais la musique à l'époque, le cinéma. J'étais artiste, plein. D'où vous me verrez d'ailleurs avec des oreilles percées. Parce que je réaffirme mon appartenance à la jeunesse. J'étais jeune hier. Comme disent souvent les Américains, I've been there, done that. Mais ce n'est pas ça qui est important pour le Camerounais aujourd'hui. Donc, je suis passé par là, j'ai tutoyé la misère. Parce que Frappe disait, c'est une insulte à la nature que de dire je devant une situation qu'on ne connaît pas. Quand vous n'avez pas vécu une situation et que vous personnalisez devant cette situation, vous insultez Dame Nature. J'argumente. Vous n'avez jamais été aveugle. Mais vous aimez parler en disant quand j'étais aveugle, on m'a torturé. Vous insultez la Dame Nature de ne pas vous avoir rendu aveugle. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui donnerait tout pour ne pas vivre cette condition. Donc, je parlais de misère dans mes textes de rap, dans mes romans, dans mes œuvres littéraires. Et il eût été question pour moi de tutoyer cette misère-là. Parce qu'il faut le préciser ici, je suis issu de la classe camerounaise moyenne. Mon père était quand même, il est au cadre de la SNEC, la classe camerounaise de l'Association nationale des eaux du Cameroun. Donc je suis ce dieu fils-là qui estime que je dois honorer la maxime de Sankara qui disait « Honneur et gloire à tout enfant qui va plus loin que son père ». Alors je vais à la rue et de là, je décide de ne pas me morfondre. Parce que Liu Fu disait « Ne te plains pas de l'obscurité, deviens une petite lumière ». Je décide donc de devenir une petite lumière en apportant de l'espoir, du sourire aux autres, parce que l'espoir fait vivre, le désespoir tue. Passé dans cette étape, je décide de reconnaître que ces enfants de la rue ont été à mes côtés. Et quand il a plu à l'Éternel de m'élever, je m'en suis souvenu. Simplement, ma frustration a émané du fait que j'ai entendu les gens dire qu'on m'a donné de l'argent pour le faire. Plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Alors, je crois que dans un pays où on donne une boîte de sardines à la Kentini, par exemple, on fait du tapage pendant un mois, on donne un savon à la prison centrale, on fait un tapage pendant un mois. Je me demande le cadre dans lequel on m'avait donné des milliards pour m'occuper des Camerounais, sans que cela ne soit immortalisé. Je me demande si ce jour les caméras étaient en panne, ou s'il y avait des lestages. Je défie quiconque ici, devant vos caméras, de prouver qu'un jour il m'a donné un radis, 100 francs, pour aller m'occuper des déshérités, et je ne lui retourne pas ça par 1000 milliards. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un l'a fait un jour, j'appelle la lèpre sur toute ma descendance. Personne ne m'a jamais donné un radis pour m'occuper des Camerounais. Comme j'aime à le répéter, je suis un patriote qui n'aime pas voir la misère autour de lui. J'essaie de soutenir l'autre du mieux que je peux, mais parce qu'on n'empêche pas la pensée de se balader. J'ai souvent reçu en retour des insultes. J'ai reçu de l'ingratitude. Mais malgré tout ceci, je reste le même. Parce que le Christ disait, si on vous gifle à gauche, donnez aussi la joue droite. Mais je voudrais qu'on soit un peu plus précis. Alors, d'où vient donc votre richesse? Parce qu'il vous est arrivé quand même, à des moments bien précis, de retourner voir ces jeunes et de les aider à sortir de leur situation de misère. Ben, d'où vient ma richesse? Elle vient simplement de Dieu. Vous savez, la sagesse est la plus grande richesse que l'on puisse acquérir. Je crois que vous vouliez parler de ma fortune. Mais cette fortune dont les gens parlent, je ne sais pas où ils la voient. Peut-être qu'ils la voient dans l'astral, elle va m'échouer, je l'attends. Mais lorsqu'on regarde votre montre, votre bague, on sent directement que ce n'est pas donné au premier venu. Ben, je ne sais pas, je dis simplement que je suis un privilégié. Et des fois, en tant qu'homme d'État, je veux rester un mystère. C'est ça qui permet qu'on continue encore à s'intéresser à ma personne. Je ne peux pas tout donner. Mais sachez que je suis cet homme qui n'a pas de dette morale. Je suis cet homme qui n'a pas vendu la drogue. Cet homme qui n'a pas de cadavre dans son tiroir. Quand j'arrive aussi avec la cour de renfort de publicité, c'est pour dire si je dois à quelqu'un, venez me mener à l'aéroport. Je ne dois rien à personne dans ce pays. Je le clame haut et fort. Donc, je crois que la plus grande richesse est la crainte de l'Éternel. Alors, dans tous vos discours, vous mettez toujours l'Éternel au devant.
Est-ce une façon de vous abriter derrière certaines faiblesses? Ben, si vous estimez que je suis faible, c'est un point de vue. Votre point de vue n'est pas mon point de vue. Et vous dites si bien, je suis passé à la rue à un moment donné de ma vie. Mais si j'en suis ressorti, puisque je déclare que personne ne m'a aidé à le faire, si ce n'est pas l'Éternel, c'est qui? Les gens viennent et clament haut et fort leur appartenance à des sectes, à des ordres mystico-religieux. Pourquoi ça outre et frustre le fait que j'appartienne à l'Éternel? Je suis son serviteur. Il lui a plu de me choisir. Il lui a plu de me regarder. Parce qu'hier, il a choisi David. Hier, il a choisi Joseph. Pour votre gouverne, mon cher. Joseph a été esclave. Joseph est allé en prison. Mais c'est bien lui qui a sauvé la grande Égypte de Pharaon. Les voies de l'Éternel sont insondables et impénétrables. Il a accompli des merveilles dans ma vie. Parce que je ne suis pas ingrat. Souffre qu'au quotidien, je le remercie, que je le loue. Alors aujourd'hui, vous avez des visions ou alors des visées. Vous ambitionnez être le 3e président de la République du Cameroun. Ça se passe comment? Est-ce que c'est juste une simple vision ou quelles sont les armes qui vous permettront d'atteindre votre objectif? Déjà, je veux préciser, s'il en était encore besoin, que ce n'est pas une visée, ce n'est pas une ambition, c'est un fait. C'est ma destinée. Accéder au trône, non pas parce que je suis le plus beau des Camerounais, non pas parce que je suis le plus chic des Camerounais, mais parce que cela a plu à l'Éternel. Chaque saison a des réalités. Pour l'instant, nous sommes au crépuscule d'une saison. Une autre saison va démarrer, mais la saison de demain passe par l'Éternel. Le Cameroun de demain est dans les mains de Dieu et Dieu seul. Et il lui plaît, dans sa miséricorde, de faire de moi demain le guide de son peuple. Je suis le prochain chef de l'État camerounais. Mais vous le dites, il y a des élections, on ne peut pas être chef d'État sans passer par des consultations. Bien sûr, je suis légaliste. Je respecte les institutions, je respecte le jeu démocratique. Mais quand je le dis, je l'affirme avec force et conviction, c'est justement parce que je fais confiance à cette capacité de discernement du peuple, ce peuple de Dieu. Je fais confiance à la capacité des Camerounais à discerner le bon grain de l'ivraie. Et c'est Dieu, parce que c'est lui qui pourvoit toutes choses, c'est lui qui touche les cœurs. Vous savez, l'Éternel hier dit à Moïse, va, demande à Pharaon de libérer mon peuple. Et quand Moïse arrive, Dieu dit aussi le cœur de Pharaon, parce que le peuple n'était pas encore prêt à suivre Moïse. Mais quand il a été prêt, le cœur de Pharaon s'est adouci, il a lâché le peuple. Et je vais vous dire, même le voleur qui vous braque dans la rue, c'est Dieu qui touche son cœur. Parce qu'il est le pourvoyeur de toutes choses. Alors, il faut bien que le peuple atteigne le cap où, comme le disait Deng Xiaoping, que le chat qu'il soit noir ou blanc, l'important est qu'il a cap de souris. Alors, le Camerounais d'aujourd'hui et de demain, que le chef soit jeune, vieux, Bassa, Bamileke, Aoussa, Bamenda, Tupuri, ou Bakaka, ou Douala, ou que sais-je encore, l'important pour eux est qu'ils mettent en avant leur bien-être, qu'ils mettent en avant leurs problèmes existentiels. Ce n'est que comme ça qu'ils pourront lui confier leur destinée. Alors quand j'affirme avec force et conviction que je suis le prochain chef de l'État, c'est parce que justement, j'estime que les patriotes peuvent dormir, mais ne sont pas morts. Alors parce qu'il y a un moment pour le réveil, il y a un moment pour dormir, il y a un moment pour se réveiller, il y a un moment pour chercher, il y a un moment pour trouver, il y a un moment pour demander, il y a un moment pour recevoir, il y a un moment pour régner, il y a un moment pour partir, il y a un moment pour danser, il y a un moment pour s'asseoir, il y a un moment pour courir, il y a un moment pour s'arrêter, il y a un moment pour attendre, il y a un moment pour entrer en scène. Vous savez que les Camerounais aiment être concrets. Ils aiment être concrets. Aujourd'hui, vous le dites sans fioriture, vous serez le prochain chef d'État du Cameroun. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire? Les Camerounais vivent dans la misère. Beaucoup ne vont pas à l'école. Dès lors qu'ils sortent de nos universités, ils n'ont pas directement de l'emploi. Alors, il y a un certain problème social qui se pose. Alors, comment allez-vous faire
pour résorber cela et permettre à tous ces Camerounais d'être derrière vous et de vous porter à la magistrature suprême? Vous parlez tout à l'heure du passé. Parce que vous ouvrez la brèche sur le passé, rentrons dans le passé. Pendant des années et des années, j'ai pris sur moi de nourrir Douala Yaoundé des milliers et des milliers de jeunes pendant des années, avec ma fortune propre, avec mes fonds propres. Je leur ai créé des écoles des équipes de réinsertion, des équipes de football, des équipes médicales, des restaurants de cœur. C'est moi qui les amène au stade Mbappé où ils résident aujourd'hui. Parce que je me disais en attendant de monter un grand foyer, il fallait bien qu'ils quittent les rues. C'est comme ça que je vais les orienter au stade Mbappé. Après, les ennemis du progrès ont tout fait de me jeter les bâtons dans les roues, sous le prétexte qu'à chaque fois que je le faisais, il y avait une pancarte au mur qui disait qu'on soutient l'initiative de lutte contre la pauvreté du chef de l'État. Passé cela, je me suis impliqué dans les campagnes du chef d'État. Je l'ai fait pour divers chefs d'État. Parce qu'il fallait bien me former. Il n'y a pas de succession sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Il n'y a pas de formation sans vocation. Il n'y a pas de vocation sans création. Il n'y a pas de création sans créateur. Alors, quand le successeur est déjà prêt, le processus de succession se met en marche de manière naturelle, automatique. Alors, en 2007, j'adresse une correspondance au chef de l'État pour lui proposer des pistes de réflexion, à même de lui permettre d'apporter une plus-value aux aspirations et aux attentes des Camerounais. Dans cette lettre ouverte, je vais proposer par exemple la construction d'une université bilingue à Bamenda. Parce qu'une lettre ouverte, c'est comprendre le peuple à témoin. Ça ne se fait pas dans un tiroir. Dans cette lettre ouverte, je demande qu'on vous donne l'axe Kumbaman fait. Dans cette lettre ouverte, je demande qu'on construise un port naturel à Limbe et puis à Tiko. Dans cette lettre ouverte, je demande qu'on industrialise la production du riz et du maïs qu'on consomme localement à travers la bière, via les brasseries du Cameroun, qui importent le maïs. C'est incongru dans un pays qui se veut agricole, qui est une terre fertile. Alors, dans cette lettre ouverte, je demande de baisser le prix des denrées de première nécessité. Si j'avais été écouté à ce moment-là, nous ne serions pas arrivés aux fameuses émeutes de 2008. Mais bien, c'est là, c'est passé. Dans cette lettre ouverte, j'ai demandé qu'on rapatrie la dépôt du feu président Amadou Ahidjo, parce que c'est à mes yeux un acte de décrispation politique. Dans cette lettre ouverte, j'ai fait plein de propositions qui aujourd'hui ont été prises en compte. Et je peux prendre les Camerounais à témoin aujourd'hui et demain et leur dire quand ça n'allait pas. En tant que leader de parti politique, j'ai fait des propositions. Parce que c'est une chose de critiquer, c'en est toute une autre de proposer. Vous proposez quoi? Lui-même en premier est conscient qu'il n'est pas éternel. Une nation se compose de morts qui la fondent et de vivants qui la continuent. Il y a une république avant lui, il y aura une république après lui. Il est le deuxième règne, il ne peut non pas être le troisième règne. Mais l'alternative, il faut la présenter déjà. Il faut poser les bases d'un avenir, de l'avenir. Parce que les uns et les autres vous disent, non qu'il soit là éternellement, on n'a pas d'ambition. Ils jettent les pots de bananes, ils mettent des bâtons dans les roues au régime, et c'est le pays qui prend un coup. Nous, on dit non. Nous faisons partie de la nation. Quand le régime ne sera plus là demain, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Burkinabés, ce n'est pas les Togolais qui viendront faire notre pays. Je dis, il vaut mieux avoir une raison de vivre que de vivre sans raison. Maintenant, vous parlez de qu'est-ce qu'on propose. Il y a un marasme, c'est clair. Il y a un malaise social. C'est encore clair. Mais dites-vous que quand nous disons nous allons apporter notre contribution demain pour un Cameroun radieux, c'est qu'on a des solutions. Parce qu'il n'y a jamais de problème sans solution. Je vais vous dire, nous avons par exemple chez nous, vous parlez tout à l'heure de l'éducation. Mais le fait aujourd'hui qu'il y ait le manque d'emploi, c'est un mal aussi d'un fait. L'éducation chez nous n'a pas été professionnalisée. Nous, au PEA 48, nous sommes pour la professionnalisation de l'école, de l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'élève, ou alors le jeune qui veut faire l'armée, commence à rentrer dans l'armée depuis le prétendant militaire. Jusqu'au sommet, jusqu'à son bac, voire son doctorat, il n'apprend que ça, l'art de la guerre, il n'apprend que les techniques
de l'armée. Quelqu'un qui veut faire la médecine commence à le faire depuis l'école maternelle. Il apprend. À côté, la seule chose qui leur sera donnée en plus, c'est de se cultiver. Parce qu'un homme cultivé est toujours un plus pour une société comme la nôtre, qui serait ambitieuse. Donc, il faut professionnaliser l'éducation. Il y a le chômage, il faut le combattre. Nous avons des stratégies pour combattre le chômage. Il faut créer de l'emploi, il faut créer de la richesse, il faut créer une nouvelle génération d'hommes d'affaires, parce qu'une économie forte passe aussi par un secteur privé fort. Mais l'État ne doit pas être budgétivore. Entremettre, prendre des mesures dans ce sens pour essayer d'assainir un peu le climat des affaires. Je ne suis pas le porte-parole de l'État. Je ne suis pas le juge de l'État. Je ne peux juger sans jauger. Vous ne pouvez pas voir une voiture garée ou qu'il n'y a pas d'huile dans le moteur, il faut jauger le niveau d'huile. Ma préoccupation au quotidien, c'est de réfléchir sur comment apporter des réponses claires et évidentes aux problèmes qui minent le quotidien des Camerounais. Maintenant, s'il s'avère que demain, certaines de nos prises en compte, de nos propositions sont déjà en place, ce sera un plus. Mais ne me demandez pas de donner mon avis sur ce que l'État fait ou ne fait pas. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'État. Je ne suis pas là pour faire le jugement de l'État. Je suis là pour parler du quotidien des Camerounais et de ma vision pour un autre Cameroun. Je ne parle pas de changer le Cameroun, je parle de continuer le Cameroun. Et lorsque vous parlez de vision pour ce nouveau Cameroun, vous voyez ce Cameroun comment? Alors là, je le vois comme ce pays où chacun aura sa place. Je le vois comme ce grand pays qui va inventer l'amour atomique. Parce qu'ici, du 46, pendant longtemps, le machiavélisme a fait le lit de la politique moderne. Le machiavélisme aujourd'hui nous a amené à la création de la bombe atomique. Et nous parlons du 46. Ce courant politique qui veut remettre l'homme au centre des préoccupations, qui veut faire de l'homme une priorité. Tout pour servir l'homme et non pour la servir. Alors, je dis, nous avons défini le 46 comme étant une œuvre existentielle qui stigmatise les égoïsmes et les aspirations égocentriques collectives dues à l'omnipotence mercantiliste dans des sociétés de plus en plus déshumanisées par l'aliénation matérialiste et la perte des valeurs humanistes. Alors, dans ce courant politique, l'amour reprend le dessus sur la haine, sur l'égocentrisme, sur l'orgueil, sur le commérage, sur toutes les tâches sociétales que nous vivons aujourd'hui. Alors, parce qu'on est amour, il n'y aura donc plus de Bamleke, il n'y aura pas de Bassa, il n'y aura pas d'Aoussa, il n'y aura pas de Bamenda, il y aura tout simplement le Camerounais, il y aura tout simplement l'être humain. Et là, ce sera le début pour l'invention de ce que nous appelons l'amour atomique, ce sont les atomes de la société. Alors, ce Cameroun-là est possible. Parce que je dis en politique, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. En politique, il n'y a pas de logique. Mais la logique politique veut qu'on affûte ses armes, qu'on peaufine sa stratégie et qu'on se dise que tout est possible dans un monde de possibilités. Votre slogan, c'est Ensemble bâtissons. Ensemble bâtissons parce que nous avons une vision inclusive de la société, une vision inclusive de la gouvernance. Comme je vous le disais tantôt, le Cameroun de demain ne veut exclure personne. Celui qui a été dans le parti d'avant a sa place. Celui qui est dans le parti d'aujourd'hui a sa place. L'autre a sa place. Tous les Camerounais ont leur place. Alors, ça sera donc un gouvernement pléthorique, si tout le monde doit avoir sa place. On dit souvent que tous les amis du roi ne sont pas à la cour. Tous les Camerounais n'ont pas qu'à être chef de l'État. Chacun peut jouer son rôle à sa place. Parce qu'une nation a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Si tout le monde veut devenir président de la République, il y a problème. On ne choisit pas de devenir président, on est président. Vous savez, je m'en vais vous raconter l'histoire du roi Béhanzin. Béhanzin, ce jeune prince, ce prince, si vous voulez, qui prend de l'âge. Il voit ses cheveux blanchir. Quand il passe au village, on appelle prince. Prince. Et puis un jour, il va se raser. Il emballe ses cheveux blancs dans un mouchoir. Blanc aussi. Qui va envoyer à son père via un messager. Quand le père de Béhanzin reçoit les cheveux,
il demande qu'on fasse venir le prince, parce qu'il veut comprendre. Alors à ce moment arrive le prince à qui il dit, mon fils, j'ai reçu tes cheveux. Il dit, oui, effectivement, c'est mes cheveux blancs. Alors la majesté, le roi, lui dit, ben, bénis Dieu, mon fils, parce que naître est un droit, vieillir est une chance. Le prince Béhanzin lui dit, papa, tu ne m'as pas compris. Le fait pour moi de t'envoyer mes cheveux blancs vise simplement à t'interpeller et à te poser une question. Alors le roi va lui demander laquelle. Il dit, ma question c'est, tu pars quand? Le roi trouve ça curieux, parce que pour lui c'est une abomination. Alors il va faire venir les oracles du royaume, qui consultent l'avenir et qui disent, mais majesté, pendant que le prince en appelle à votre départ, dans le royaume mystique et profond,